Bonjour, je suis Vincent Leroux-Lefebvre, expert achat responsable et nous nous intéressons aujourd'hui aux achats vus du terrain, épisode 5. Je suis en compagnie d'Olivier Debargue, l'homme qui valait 3 milliards. Presque. Directeur des achats du COJOP de Paris 2024 depuis 2017, il a eu la tâche ardue de porter l'ensemble des problématiques achats hors construction. Et en ces dernières semaines, avant la dissolution du COJOP, revenons sur cette expérience unique. Olivier, avant de nous donner ton regard, celui que tu portes sur l'organisation, présente-toi. Bonjour Vincent, oui, je suis Olivier Debargue. J'ai eu l'honneur, la chance, là encore pour quelques jours, de diriger les achats de Paris 2024 pour les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, j'ai une longue carrière d'acheteur derrière moi, dans le privé d'abord, chez General Electric notamment, et puis à France Télévisions pendant une quinzaine d'années où j'ai basculé des achats privés vers les achats publics. Et puis pour les Jeux depuis presque 7 ans, où en fait on est dans ce mix entre de l'achat public, parce que les achats des jeux étaient soumis à la commande publique, mais pour autant avec l'idée de dynamiser le secteur pour servir les jeux, et il fallait trouver pas mal de solutions un peu créatives dans le cadre de la commande publique. Donc ça a été un exercice très intéressant intellectuellement et très intense tout au long de l'aventure. Je veux bien te croire, une vraie performance de sportif, limite, tu pourrais t'inscrire sur liste ministérielle en tant que sportif de haut niveau. Et ce qu'on a pu voir un peu partout démontre une vraie action dans ce cadre-là. Alors, expérience inoubliable et titanesque, mais j'ai une question quand même. Comment conjuguer stratégie quand tout est stratégique? Oui, alors évidemment, les jeux, c'est une énorme diversité d'achats. Il y avait environ 500 catégories d'achats. Et il y a l'effet domino ou papillon, on peut l'appeler comme on veut, mais tout est très interconnecté et effectivement, tout est stratégique. D'une certaine façon, tout est important. Et d'ailleurs, n'importe lequel des sujets que l'on prenait s'avérait immense en soi. Donc, il a fallu commencer quand même par une stratégie, une vision. En tout cas, le fait de décliner la vision des jeux dans la vision des achats pour être bien aligné. C'était le point de départ. Et on a construit une stratégie qui est d'ailleurs une des premières étapes demandées par le CIO, qui consiste à réfléchir à ce qu'on appelle un sourcing code, globalement une stratégie d'achat. Et on a pris le parti de se dire, OK, tout est important, tout est stratégique, mais on va avoir une seule stratégie qu'on a appelée une stratégie responsable des achats et non pas une stratégie d'achat responsable, qu'on viendrait coller au-dessus d'une stratégie plus classique d'achat. On a vraiment intégré la responsabilité dans chacune des décisions qu'on a voulu prendre en matière d'achat, d'où l'idée de la stratégie responsable des achats, à la fois responsable sur le plan environnemental, social, mais aussi économique. Et en faisant ça, on avait la chance et l'opportunité de pouvoir définir notre propre stratégie dès le début, de ne pas avoir un historique contre lequel lutter parfois. C'est le cas, je crois, pour pas mal de responsables achats. Ils arrivent avec une volonté d'achat responsable, mais qui est parfois un peu difficile à rendre compatible avec un historique et un existant. Donc on avait cette chance, on l'a saisi, je crois, dès le début. Ça veut dire que toutes les décisions qu'on a prises se voulaient responsables et ça nous a pas mal facilité la tâche au fond parce que on avait ce que j'appelle la couverture aérienne sur ce sujet, c'est-à-dire le support de Tony et de notre direction exécutive et des engagements très forts pris dès la candidature par Paris 2024 pour livrer des jeux responsables, les jeux les plus responsables de l'histoire. Et donc, au fond, il fallait que la stratégie d'achat s'aligne bien avec ça. Alors après, bien sûr, beaucoup de choses sont stratégiques ou importantes et il a fallu bien planifier les choses. Ça a été un exercice de planification, d'anticipation qui nous a permis de faire face aux challenges qu'on a eu tout au long de la vie du projet. Merci de cette précision. Donc, tout est tellement stratégique. S'il n'y a pas une inscription, comme tu as dit, d'emploi d'achat responsable, d'être responsable de ces achats, il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'atteinte des objectifs. J'ai pu rencontrer tes équipes il y a quelques mois. Pour elles, le rideau est tombé. Mais comment elles revendiquent? Parce qu'à chaque projet, c'est que c'est une spécificité d'un achat. Là, d'un seul coup, on passe, bah, il n'y aura plus rien. Alors, il peut y avoir une frustration et je peux le comprendre. Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Alors, c'est le fameux JO Blues, qui est une réalité. On nous en avait parlé, on nous avait expliqué que ça allait arriver et ça n'a pas manqué. C'est vrai pour l'essentiel des équipes qui sont globalement jeunes. Le comité d'organisation, c'est une moyenne d'âge de 34 ans et dans mon équipe, une moyenne d'âge de 30 ans. Ça veut dire que j'ai aussi eu une stratégie qui misait sur la jeunesse, des jeunes acheteurs bien câblés, qui travaillaient vite, qui travaillaient intelligemment, capables de saisir beaucoup de dimensions en même temps. Grande souplesse, donc évidemment l'expérience pour eux, elle a été en quelques années, ils sont restés entre 3 et 5 ans globalement dans l'aventure. Ils ont pris une expérience qui est double ou triple. Alors évidemment, à la sortie, c'est un peu plus compliqué pour eux parce qu'on peut dire, OK, c'est une belle carte de visite, c'est un beau marchepied, mais ils sortent de l'expérience jeunes et expérimentés
Et malgré tout, dans le marché, c'est pas forcément reconnu ou connu. Donc il y a un petit gap qui peut se créer entre la jeunesse qu'ils ont et l'expérience qu'ils affichent. Et puis la difficulté, c'est la motivation, l'excitation, les projets. Trouver des projets qui donnent autant d'adrénaline, eh ben, il y en a pas beaucoup. Et donc il y a un sas de décompression que presque tout le monde fait pour stopper plusieurs mois 3 mois, 6 mois, un an, faire un tour du monde. Il y en a beaucoup qui font ça et qui s'accordent du temps pour atterrir et réfléchir et repartir. Donc, dans mon équipe, certains ont déjà retrouvé des jobs et des jobs sympas. D'autres ont créé leur entreprise. Et puis les derniers sont encore en train de voyager et vont calmement se remettre sur le marché. En tout cas, ça apporte dans le milieu des achats une petite équipe ultra expérimentée capable de livrer des grandes choses. Et donc, eh ben, ça sera, j'espère, un bonheur pour ceux qui les accueilleront prochainement. C'est ce que j'allais dire. Si tu as des noms à nous donner, je conseille forcément de contacter Olivier. À première vue, il doit avoir des bonnes ressources. Il doit avoir, comme on dit, quelques pépites qui sont prêts à atterrir chez vous. Je profite parce que bon, on se connaît quand même depuis déjà un petit peu de temps et même avant les JO, mais moi, il y a un élément qui m'a forcément intéressé, c'est que avant et durant la compétition, le COJOP a fait le choix de se faire évaluer sur la base de l'ISO 20400, la norme sur les achats responsables, en complément de la certification événement durable. ISO 20101. Moi, je me suis posé la question pourquoi? C'était histoire de se compliquer la tâche ou juste une envie de montrer l'exemple? Alors écoute, c'est vraiment une bonne question parce que bon, la 20 400, ça paraissait très naturel par rapport à l'ambition qu'on avait affichée, qu'on avait annoncée. Et donc, il nous semblait légitime de livrer dans le meilleur standard possible de la 20 400. Et ça, c'était quasiment naturel dans la stratégie que j'expliquais tout à l'heure. 2031, qui est arrivé un tout petit peu plus tard dans le temps, j'avoue que moi-même, je me suis posé la question de dire, on est en plein coup de feu, on a beaucoup de choses à livrer, on a beaucoup de contrôles et d'audits de la part de ce que l'État sait faire de mieux en la matière. Est-ce qu'on a vraiment le temps? Est-ce qu'on a vraiment la nécessité sur un événement qui est au fond éphémère et donc on n'a rien à prouver dans le temps au fond et puis on est déjà dans une stratégie très vertueuse. Est-ce que l'effort qui nous sera demandé, parce que c'est quand même quelque chose de très structurant, vaut l'enjeu? Et on a décidé d'y aller parce que on s'est voulu exemplaire, c'est vrai, sur les jeux responsables et on a voulu montrer que au fond, si on a une bonne stratégie et qu'on la met en œuvre réellement sur le terrain, ces certifications ne sont pas si compliquées au fond puisqu'on livre dans l'esprit et dans la rigueur qui nous est demandée. Donc on s'est dit qu'on pouvait chercher un très haut niveau de qualité en la matière, établir un standard et en fait la réalité c'est que c'est un événement éphémère, mais l'ambition qu'on avait responsable, elle était de laisser un héritage et de montrer que l'événementiel, qui était assez en retard sur ces sujets-là, pouvait acquérir au travers des jeux un exemple et permettre d'avoir une forme de maturité accélérée en capitalisant sur ce qu'on avait fait. On a une stratégie, nous, d'achat open source qu'on livre très volontiers à tous ceux qui désirent avancer et qui désirent adapter ça dans leur contexte. Donc, au fond, ce choix, il était raisonné, raisonnable. Il n'a pas été si compliqué à atteindre. La difficulté qu'on a eue, peut-être, et Vincent, tu le sais, c'était de pouvoir expliquer notre démarche dans le contexte olympique très particulier par rapport au reste des entreprises et des certifications qui se font habituellement dans un process relativement solide, cadré et quasi standardisé. On est un ovni et donc il a fallu discuter ensemble pour bien s'entendre sur la manière dont on approchait les choses pour viser l'objectif général qui était des achats très responsables. Je confirme, j'ai réalisé cette mission et oui, c'est un ovni. Comprendre cette interaction marché-public, pas très compliqué, hein. La règle, c'est la règle, mais au regard même d'une organisation multipartenaire dans un contexte très particulier et drivé par une instance un peu supérieure comme le CIO, c'est très très particulier. Tu as parlé de héritage et justement, c'est le sujet de ma dernière question. Ce projet héritage a tant été porté par le COJOP et par le CIO. C'est aussi ça qui a fait la candidature de Paris. Tu te vois quoi comme un porteur de la flamme pour Los Angeles? Tu parlais de stratégie open source. Il faut partager plein de choses avec les US, mais est-ce que c'est vraiment cette opportunité alors? Alors, il se trouve que j'étais aux États-Unis il y a quelques semaines pour justement passer une semaine avec l'équipe américaine pour faire une transition et expliquer comment on a géré, comment on a abordé les choses et comment on a livré. Et donc, il y a traditionnellement une passation qui est organisée par le CIO de comité en comité. Je l'avais eu moi avec Tokyo et je l'ai eu avec Los Angeles, tout autant que je l'ai depuis plus d'un an avec Brisbane 2032. Et aux États-Unis, on était même avec Los Angeles 2034. Donc, c'est dire s'il y a une volonté quand même d'héritage et de passation d'un comité à l'autre. Même si les contextes sont très différents, même si dans le temps,
il y a un espace de 4 ans, il y a des choses à dire et il y a des choses qui sont incontournables dans l'héritage. Donc oui, cet héritage, il a été fait à Los Angeles. Alors maintenant, soyons clairs, Los Angeles n'organisera pas les Jeux de la même façon que Paris. Ça ne ressemblera pas aux Jeux de Paris et c'est très bien parce qu'ils le feront à leur manière. Et d'ailleurs, le faire comme Paris, c'est compliqué pour des Américains, à mon avis. Ils le feront à l'américaine. Ils ont des très belles infrastructures. Ils savent organiser des grands événements. Donc, ça sera fantastique pour les spectateurs et les téléspectateurs. Après, le niveau d'ambition qu'on a mis, nous, sur le plan responsable, eh ben, il sera à l'image de ce qu'on connaît par ailleurs. Il sera différent, il sera peut-être pas aussi excitant, aussi ambitieux. C'est la vie. En revanche, Brisbane, je crois beaucoup dans Brisbane, qui a commencé tôt et qui adopte beaucoup de ce que nous avons fait et qui l'intègre. Et je pense que les Jeux de Los Angeles seront peut-être un épisode américain au milieu d'une tendance plus forte de responsabilité que le CIO promeut. Donc, je crois que ça serait intéressant de regarder Los Angeles, bien sûr, parce qu'ils vont être poussés un peu dans leur retranchement, et c'est bien. Mais Brisbane risque d'être vraiment très bien sur ce plan-là. On peut dire qu'on peut avoir une forme d'optimisme pour l'avenir. Alors, si ça peut te confirmer ce que tu dis, hein, moi je vois l'évolution de la 24 un peu partout dans le monde et on voit que sur la partie Australie-Asie, il y a une appétence à aller dans ce domaine-là. On arrive à la fin de ce temps, mais je vais te poser une question, alors, sûrement un peu indiscrète, mais bon, tu parles de 10 ans, donc tu rentres dans ta 40e année bon, de travail, hein, forcément. Après presque 7 ans au comité, tu vas faire quoi demain? Tu as une piste? Alors, j'ai une nouvelle vie qui commence. D'abord, je récupère ma vie un peu. Et puis, en fait, je raccroche sur les jeux. Je prends ma retraite, je l'annonce Tu finis officiellement avec les jeux. aujourd'hui. Je Belle, finis avec les jeux. bravo. Donc, je trouve ça vraiment bien, très sympa. Et puis, ça me permet de rebondir sur uniquement des choses qui me font plaisir. Je vais rester en contact avec les achats parce que j'aime transmettre. Donc, j'ambitionne quelques coups de main à donner. Donc, je vais rester actif. Pour autant, je vais m'accorder aussi du temps et je vais pouvoir profiter un tout petit peu de ma famille, de mes amis et de la province et de la Bretagne que je vais rejoindre probablement. Mais je vais rester au contact des achats. C'est un métier formidable qui m'a beaucoup apporté et j'ai envie de transmettre. Donc, je reste connecté, mais je retrouve ma liberté. Ok, je te remercie de ce temps accordé. Et pour conclure, je dirais un peu comme l'animateur phare de Thalassa, puisque tu parles de Bretagne, tu parles de la mer, je te dis bon voyage et à Merci très beaucoup. bientôt. Merci Merci Vincent. Olivier, merci pour tous ces conseils. Et retrouvez-nous chaque mois dans nos interviews des achats vus du terrain. Aujourd'hui, c'était Olivier Debargue, patron encore pour quelques jours des achats du COJOP, l'homme qui valait 3 milliards, presque. Merci beaucoup.